Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour la cinquième séance du séminaire Soins, Nature et Patrimoine, organisé par la chaire de philosophie à l'hôpital et hébergé par l'établissement public de santé mentale départemental de l'Aisne à Prémontré. Alors cette cinquième séance, elle poursuit le deuxième temps de notre séminaire dont je vais vous restituer très rapidement le mouvement. Ce deuxième temps, il est donc consacré au recensement des pratiques qui incarnent une approche plus globale du soin. Cette globalité, elle s'incarne de différentes façons. Nous avions vu au cours de la séance précédente comment une attention plus grande aux lieux dans lesquels s'implantent les établissements permettait réellement d'envisager différemment le soin euh, dans, euh, dans nos établissements, mais également ailleurs, puisque il s'agissait d'intégrer les établissements à leur environnement, mais également d'intégrer l'environnement dans l'établissement. Et que de fait, cette dualité entre porosité et frontières autour de l'établissement rendait caduque la notion même d'environnement, et ainsi nature et établissement étaient de véritables partenaires au service du soin du patient, mais aussi du territoire. Lors de la prochaine séance, nous verrons comment la notion de restauration ou de réhabilitation nous engage à faire avec ce qui est déjà là, avec ce qui est existant, ce dont nous héritons, que ce soit dans la vie d'un patient ou dans un espace donné. Autrement dit, selon quels critères on décide ce qui doit être restauré, comment le restaurer également, ce qui pose la question de la valeur, c'est-à-dire de euh, comment une approche globale du soin nous invite à fixer la valeur dans ce qui maintient l'habitabilité du monde plutôt que dans ce qui fonde le profit, par exemple. Alors la séance du jour, on va y venir donc. Cette séance, on va la consacrer à ce qu'on pourrait appeler des alliés non médicamenteux. Soignés par le vivant, que ce soit par l'orthithérapie, donc avec les plantes, ou la zoothérapie par les animaux, soignés par le beau, c'est les deux approches que vont nous présenter les intervenants du jour. Et ces approches, elles bouleversent bien des principes qui font d'aujourd'hui une vision trop étriquée du soin. Parmi ces bouleversements, on peut citer la distinction entre sujet, acteur d'une part, et puis objet inerte d'autre part, puisque le jardin et les plantes qui la composent, tout comme les œuvres d'art, agissent véritablement sur les patients, au sens où ils modifient leurs états. Et beaucoup d'études que l'on va citer dans l'échange à venir le prouvent. Un effet est constaté, par exemple, sur le stress, sur le niveau d'anxiété, sur le niveau de sociabilité, sur la motricité. Les intervenants détailleront ça, bien sûr, mieux que moi. Un autre bouleversement, c'est celui de la relation thérapeutique, puisque, quelque part, le jardin, comme l'œuvre d'art, aide le patient à être acteur et à égaliser la relation thérapeutique. Dans le jardin, patient et soignant deviennent tous les deux jardiniers. Devant l'œuvre d'art, ils deviennent tous les deux contemplateurs. Et ainsi, le patient prend soin du jardin et le patient contemple l'œuvre d'art au lieu d'être simplement l'objet des regards externes. Et puis, l'autre bouleversement, c'est celui sans doute du rapport entre universel et particulier, puisque on retrouve dans toutes les civilisations un rapport à l'esthétique et puis la présence de jardins. Il y a donc un universel là-dedans. Et pour autant, que ce soit dans l'expérience du promeneur dans un jardin, dans l'expérience du contemplateur de l'esthétique, il y a une expérience chaque fois singulière et parfaitement irréductible. Donc, étudier ici dans le monde du soin ou de l'hôpital, ces expériences qui vont faire l'objet de la présentation aujourd'hui, elles nous invitent plus globalement à décloisonner notre approche. Car il serait absurde de faire foisonner les jardins et les œuvres d'art comme partenaires thérapeutiques dans les hôpitaux, tout en poursuivant ce que l'historien Achille Mbembe appelle la nécropolitique, c'est-à-dire la politique de la mort, qui aboutit à la destruction méthodique du monde. Il y a donc un pouvoir génératif, un pouvoir créatif du monde du soin qui, espérons-le, pourra fonder les principes politiques de demain. Voilà, je laisse la parole au docteur Spada pour l'introduction de cette séance et je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux
d'accueillir aujourd'hui Madame Thérèse Jonveux et Monsieur Docteur, sont tous les deux docteurs, médecins, Monsieur Reinhard Fécharek, que j'espère avoir bien prononcé. Et donc, la première, elle est neurologue et docteur en psychologie et elle est coordinatrice du Centre mémoire de ressources et de recherche de Lorraine. Donc, je pense que c'est Centre hospitalier régional universitaire, c'est ça, Oui. de Nancy. Voilà, et donc, et le docteur Fécharek, il est médecin, il est aussi sculpteur. Et donc, il s'occupe de sculpture et design aussi. Et il fait partie donc d'un consortium multidisciplinaire de créateurs de jardins thérapeutiques sur mesure, conçus en coopération avec des établissements de soins. Et donc, leur expérience est fort intéressante et pour nous, en tant qu'établissement public de santé mentale, départemental, parce que nous souhaitons effectivement développer une approche globale des soins en santé mentale qui inclut la nature et aussi en faisant référence au docteur Fécharek, qui inclut aussi un parcours d'expression artistique et voir comment on pourrait démontrer effectivement selon une méthode objective et des études précédentes, quelles sont les bases aussi scientifiques qui sous-tendent, qui soutiennent l'efficacité de ces parcours et de ces expériences. Voilà, donc je pense que je vais laisser la parole à la première intervenante, c'est Madame Thérèse Jonveux, c'est ça? Oui, je crois que c'était très bien. Voilà, Voilà, bienvenue. merci pour nous avoir ainsi présenté. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, sauf un petit point que j'évoquais tout à l'heure avec vous, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai travaillé dans différents hôpitaux dans plusieurs régions de France et que ça a certainement contribué à nourrir ma réflexion sur cette interaction entre l'environnement du soin et le soin lui-même. Voilà. Alors, je tiens beaucoup à remercier effectivement votre équipe de la chaire de philosophie de m'avoir conviée à cette présentation aujourd'hui. Et effectivement, c'est lors d'une belle rencontre à l'école de santé publique de Rennes avec Loïs Giraud que les prémices de ce séminaire ont été jetées. Voilà. Si vous voulez bien, on va tout de suite commencer et aborder le vif du sujet. Donc ça, c'est le titre de ma conférence. On peut passer à la suivante qui présente brièvement mes conflits d'intérêts afin que vous en soyez informés et les associations dans lesquelles je suis impliquée. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à une première question qui est celle de la relation à la nature et de la végétalisation des hôpitaux, ensuite hôpitaux et structures établissements de santé. Et ensuite, on se centrera sur le sujet des jardins thérapeutiques. Alors, on peut avoir plusieurs angles d'approche de cet intérêt de la végétalisation des hôpitaux. Les bénéfices sur l'environnement, nous y reviendrons. Et ce qui nous intéresse, nous, comme soignants, les bénéfices sur la santé, avec des impacts qui ont été établis dans certaines pathologies, notamment, aussi bien pour la relation à la nature, à l'implantation et l'enrichissement de la nature en ville, les activités de jardinage ou certaines thérapies basées sur la nature. Et donc, bien entendu, ce que nous cherchons, c'est des expériences qui nous apportent des preuves et des résultats empiriques et pas simplement de faire du greenwashing pour employer un terme à la mode. Voilà, on peut donc passer à la diapositive suivante. Je vais vous parler, on va remonter le temps et on va donc parler des pionniers. Donc, vous voyez, Hippocrate, c'est les fondements de la médecine et il écrivait, donc il y a quelques dizaines de siècles, pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. Eh bien, je pense qu'on peut garder ces premiers recueils d'informations et ces premières recommandations d'Hippocrate à l'esprit lorsqu'on aborde un projet de végétalisation et de jardin thérapeutique. Franchissons un millénaire quasiment et nous arrivons à Bernard de Clairvaux et donc l'époque où c'était les monastères qui accueillaient les malades essentiellement. Et Bernard de Clairvaux nous écrit il y a donc presque pas tout à fait 1000 ans, dans cette enceinte, de nombreux arbres divers forment des bosquets. L'homme malade s'assoit près des vertes pelouses. Il est en sécurité, caché, abrité de la chaleur du jour. Pour apaiser sa douleur, toutes sortes d'herbes odorantes, le vert délicat de l'herbe et des arbres nourrit ses yeux, le cœur des oiseaux caresse ses oreilles, la terre respire en toute plénitude, et le malade lui-même, de ses yeux, oreilles et narines,
boit le délice des couleurs, sons et parfums. Alors là, nous avons une description magnifique de la dimension sensorielle du jardin, dont nous verrons qu'elle est effectivement, bien entendu, tout à fait fondamentale à développer dans les projets, dans les établissements de soins. Alors, quels sont donc les établissements de soins, diapositive suivante, qui vont être concernés? Eh bien, vous voyez, je les ai tous listés, je pense n'en avoir oublié aucun, car effectivement, la végétalisation et les jardins thérapeutiques ont un intérêt dans toute structure de soins. Nous allons le voir de plus près. Sur la diapositive suivante, je voudrais vous parler du premier travail scientifique qui pose les fondements de notre approche, qui est celui de Ulrich, très connu, qui est paru dans la prestigieuse revue Science en 1984, dans un service très technique de chirurgie digestive sur des personnes ayant subi une ablation de la vésicule biliaire. Il compare les personnes qui ont la vue de gauche, c'est-à-dire sur un mur de briques, et ceux qui ont une vue sur la nature depuis leur chambre d'hôpital. Et il montre donc une diminution significative de la durée d'hospitalisation pour les patients qui sont dans les chambres avec vue, ainsi que moins d'appels à l'équipe, une plus grande satisfaction vis-à-vis de l'hospitalisation et, fait intéressant aussi, une moindre consommation dentalgique. Ce type de travail a été reproduit dans d'autres structures hospitalières comme en cardiologie, etc. Et donc, effectivement, on parlait tout à l'heure des aspects financiers et budgétaires qui sont évidemment des contraintes très importantes dans les aménagements vers des établissements et des jardins thérapeutiques. Et effectivement, on peut imaginer de faire, on le verra tout à l'heure, des simulations médico-économiques pour justifier le rapport bénéfice-coût de la végétalisation et des jardins thérapeutiques. Une notion de base que vous avez peut-être déjà ayant assisté à d'autres séminaires, mais que je voudrais rapidement repréciser, c'est celle de santé environnementale qui provient donc de la conférence d'Helsinki, diapositive suivante, de l'OMS en 1994, et qui définit donc cette santé environnementale en montrant bien l'interaction entre les différents facteurs de qualité de vie et de santé humaine, à la fois physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux, esthétiques et environnementaux, et donc aussi l'implication de la réflexion au niveau politique et pratique de gestion pour contrôler ces facteurs environnementaux et les rendre les plus favorables possibles à la santé dans le présent et dans le futur, comme nous dit la conférence. Et donc, cette notion de santé environnementale se complète, diapositive suivante, de la notion de One Health, c'est-à-dire cette notion selon laquelle on ne peut pas séparer effectivement la santé humaine et la santé à la fois végétale, animale, car il y a des interrelations entre les deux et effectivement, se soucier d'un bon environnement va retentir sur l'humain et les humains ont aussi leur rôle, bien entendu, dans la préservation de la santé globale que recouvre cette notion de One Health. Voilà. Donc, sur la diapositive suivante, je vous ai mis cette petite simulation donc, faite par les Américains à partir des résultats donc, de l'étude d'Ulrich que je viens de vous montrer. Et ils indiquent dans leur travail que si 50% des lits de chirurgie digestive aux États-Unis avaient vu sur la nature, eh bien, vous voyez, on approcherait le 100 millions de dollars d'économie, ce qui n'est pas rien et qui peut effectivement être un argument pour permettre l'aménagement de telles zones végétales ou de tels jardins thérapeutiques. Et il mentionne qu'il n'avait pas tout pris en compte, comme vous voyez, les dépenses d'électricité liées au nombre de lits ouverts, les réductions dentalgiques n'avaient même pas dans ces 93 millions, c'est pour ça que je dis qu'on approche les 100 millions, été comptabilisées. Donc vous voyez, pour la psychiatrie, par exemple, il y a une étude sur les chambres avec vue. Donc là, c'est de la psychiatrie, ça peut vous intéresser tout particulièrement, avec des DMS qui là frisent les 4 jours de moins d'hospitalisation. Et puis, au-delà du bénéfice sur les patients, on va y revenir d'ailleurs, il y a aussi la prévention du syndrome d'épuisement professionnel, de burn-out, la réduction du stress des soignants. Et là aussi, nous y reviendrons, nous avons fait des travaux dans ce domaine, mais les Américains chiffrent cela aussi. Et donc, effectivement, 60 remplacements de personnel soignant évités, eh bien, c'est tout simplement 3 millions de dollars qui peuvent être investis dans l'établissement pour ces aménagements. Et puis, effectivement, la satisfaction des patients et des visiteurs, nous l'avons vu, c'était un facteur dans le travail d'Ulrich. Ça contribue au choix, et ça a été aussi démontré dans notre établissement, au choix de l'établissement, à sa réputation. Et donc, là encore, une attractivité plus importante de l'établissement. Eh bien, vous voyez, ça n'est pas négligeable, 170 000 dollars par an. Ben, on peut faire des choses avec cela, hein, je pense. Je m'adresse tout particulièrement à M. Giraud, directeur. Voilà, donc
la nature a donc des bénéfices multiples sur la santé. Et je reviendrai à un texte fondamental de l'OMS, qui est celui donc, du droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux et équilibré et qui va favoriser sa santé, mais aussi donc, ceci qui est annexé à notre Constitution, hein, dans la Charte de l'environnement depuis 2005, donc dans l'article 1, donc dans un article qui est au fondement du texte qui régit notre pays en France. Voilà. Donc les bénéfices, vous voyez, ils sont multiples. Sur toutes les dimensions de la santé, nous allons y revenir, mais aussi ces espaces de nature vont être un levier de dynamique sociale, vont avoir un impact sur la qualité de vie. Sous réserve, et là donc c'est en majuscule et en caractère gras, que la conception, nous y reviendrons tout au long de cette conférence, soit réfléchie en fonction justement des besoins des usagers et des objectifs qui sont recherchés pour leur santé. Alors, très rapidement, la nature en ville, car nous le verrons, aménager des espaces végétaux et des jardins thérapeutiques dans les établissements, c'est rendre, comme vous l'avez très bien dit, M. Giraud, tout à l'heure, l'établissement aussi lui donner un impact sur son territoire et sur son environnement, donc rayonner au-delà du simple périmètre de l'hôpital, en augmentant, par exemple, la quantité de nature en ville. On peut passer à la diapositive suivante, qui est une étude donc, menée au Québec hein, sur les effets de la nature en ville. Et sur la diapositive suivante, nous allons voir quelques-uns des domaines, effectivement, de cette interrelation, avec donc les effets négatifs d'un milieu trop urbanisé et d'une ville sans nature, et les effets donc bénéfiques, aussi bien en termes de bien-être, de santé perçue et diagnostiquée, et aussi de lien social, de sentiment d'appartenance. Il y avait aussi les travaux de Claudia Maas aux Pays-Bas qui montraient le rôle de la nature en termes de consommation de soins, avec une épargne tout à fait nette en fonction de la proximité du domicile des personnes par rapport à un lieu de nature. Deuxième diapositive, les impacts cette fois-ci écologiques, eh bien, ils sont nombreux, aussi bien sur la pollution atmosphérique, sur l'imperméabilisation des sols, sur les îlots de chaleur, avec par exemple les conséquences au moment des phases de canicule, etc. Nous allons passer donc à la diapositive suivante sur les impacts économiques qui vous montrent effectivement un certain nombre de retombées. Je passerai assez rapidement sur ces aspects-là, on pourra y revenir si vous avez des questions plus précises. Voilà. Donc, cette petite synthèse des bénéfices de la relation à la nature, avec en particulier des bénéfices, vous voyez, qui sont multiples, mais qui concernent plus particulièrement des personnes que je qualifierais de vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes de classe sociale modeste, et effectivement une dimension donc d'équité sociale dans le renforcement de la présence de la nature et des jardins thérapeutiques pour ces publics-là. Et cette distance entre 1 et 1,5 km, qui est la distance critique. Voilà. Donc, quelques éléments plus précis sur les bienfaits physiques. Le maintien de l'autonomie, par exemple, parmi tous les travaux, je n'en citerai que quelques-uns, l'intérêt d'une pratique de jardinage pour les personnes âgées, qui maintient effectivement mobilité, souplesse, précision des gestes, un effet aussi cardiologique sur les maladies cardiovasculaires, sur les affections respiratoires aussi. Et par exemple, l'activité sportive, en dehors du jardinage, on a bien montré la différence entre la même activité en termes de dépenses énergétiques, une qualité supérieure du bénéfice lorsque cette activité physique est pratiquée en milieu urbain ou en salle, ou au contraire à l'extérieur dans la nature. Et c'est donc cette notion qu'a introduite Claudia Maas aux Pays-Bas, dont je vous parlais, de vitamine G pour green, avec donc cette notion effectivement d'un impact sur l'ensemble de la consommation de soins, aussi bien physique que psychologique, selon la distance espace vert domicile. Les bienfaits psychologiques sur la diapositive suivante, quelques éléments. Je vous ai mis 2 photographies d'établissements hospitaliers. À gauche, souhaiteriez-vous passer du temps à contempler ceci ou à vous asseoir devant ces voitures, ou préféreriez-vous peut-être nous rejoindre dans notre jardin sous les arbres que vous voyez ici, comme lors de l'un des ateliers transgénérationnels que nous avions organisés. Donc, les bienfaits psychologiques, ils sont nombreux sur le stress, sur l'anxiété, sur la dépression, sur le sommeil. On l'a vu sur l'épuisement professionnel, mais aussi sur la motivation, l'implication. Et là, on a des effets à la fois sur les patients, on y reviendra, mais aussi sur les équipes et aussi la socialisation entre patients, entre résidents, entre les familles et les équipes soignantes avec des bénéfices tout à fait intéressants.
Alors, quelques éléments théoriques sur ces bienfaits. Comment explique-t-on les bienfaits de la nature? Je présenterai d'abord la théorie de la biophilie de Wilson, qui est issue des travaux du psychiatre allemand Erich Fromm. Et donc, un petit peu comme la diapositive précédente, préférez-vous contempler la diapositive du haut, la photographie du haut, ou ce bel arbre qui fait partie des arbres remarquables en France? Et donc, Wilson décrit cela, la biophilie, sous le terme d'une attraction innée des humains pour le vivant qui leur est bénéfique. Nous y reviendrons. Ça, c'est la théorie de la biophilie. Nous avons à côté de celle-là la théorie du couple Kaplan, monsieur et madame Kaplan, qui est la théorie attentionnelle et qui explique que nous avons deux types d'attention. L'attention focalisée, celle que vous exercez, je pense, en ce moment en m'écoutant, qui va être fatigante. Au bout d'un petit moment, il faudra faire une pause, votre concentration va fléchir, sinon. Et puis au contraire, l'attention divisée, un petit peu flottante, comme le dit Kaplan, lorsque par exemple nous nous promenons en forêt et que sans nous focaliser sur un élément, nous percevons à la fois le bruit du vent dans les arbres, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, et qui correspond à la mise en œuvre de ce que l'on appelle au niveau imagerie fonctionnelle le réseau par défaut dont reparlera le docteur Fécharek. Et cette attention flottante, divisée, elle nous permet de récupérer notre capacité de concentration et de focalisation. Troisième théorie qui explique donc les bénéfices de la santé, c'est celle d'Ulrich, qui est la théorie du stress, avec des marqueurs donc physiologiques du stress, la concentration de cortisol salivaire, qui est l'hormone du stress, ou la mesure de la réaction électrodermale. On compare donc, par exemple, une marche dans la nature et une marche en milieu urbain, et il montre des effets donc d'atténuation du stress. Ça a été repris aussi par des travaux, par exemple au Japon, chez des personnes très âgées, nonagénaires, qui contemplent un jardin ou qui restent dans la salle de séjour avec des effets sur ces marqueurs-là. La fréquence cardiaque aussi, d'ailleurs. La théorie psychoévolutionniste d'Appleton, c'est la théorie qu'on appelle aussi théorie de la savane, qui est basée sur la psychologie des paysages et qui indique que effectivement les enquêtes et les études montrent une appétence particulière pour les paysages qui ont permis au fil de l'évolution et des millénaires la survie de l'espèce humaine, donc des paysages et des environnements végétaux qui comportent des arbres, de l'eau, une vue dégagée qui permet de voir venir les menaces ou les prédateurs, et donc qui contient des moyens de subsistance que sont l'eau et par exemple les fruits, et des refuges comme les arbres dans lesquels nos ancêtres grimpaient pour échapper à leurs prédateurs. Et puis, je terminerai sur la théorie développée à Nancy, que nous avons donc publiée avec le docteur Fécharek, la théorie de l'hypothèse de la beauté, selon laquelle, il vous en reparlera, eh bien, nature et beauté peuvent se conjuguer et potentialiser leurs effets. Et il est tout à fait possible d'objectiver effectivement le sentiment de beauté en imagerie fonctionnelle. Le docteur Fécharek y reviendra. Et ceci m'amène à aborder l'inverse donc des bénéfices, c'est-à-dire les environnements au contraire néfastes et ceux qui sont à l'origine du syndrome de déprivation sensorielle que je voudrais rappeler, car bien entendu on connaît les expériences des personnes qui vont s'isoler au fond d'une grotte pour justement mesurer l'évolution des paramètres biologiques, etc. Donc ça c'est la déprivation sensorielle peut-être que l'on a à l'esprit, mais regardons ces photos d'établissements qui ne sont pas du tout exceptionnels, et est-ce que nous ne pouvons pas imaginer qu'il y a bien là un contexte de déprivation sensorielle pour les résidents et patients, et on connaît effectivement les effets en termes d'asthénie, d'anxiété, de dépression, de troubles du comportement, d'altération de l'image du corps, nous y reviendrons à l'occasion d'un de nos travaux de recherche, qui sont engendrés par ces environnements trop pauvres et qui s'avèrent donc délétères. Alors, qu'en est-il finalement de la situation des espaces verts? J'ai pris l'exemple d'une enquête que nous avons réalisée en 2008, diapositive suivante, dans la communauté urbaine du Grand Nancy, sur une vingtaine d'établissements qui avaient répondu. Vous voyez, l'adaptation au handicap moteur pour les personnes en fauteuil roulant ou avec des ambulateurs était assez bonne. En revanche, 38% seulement d'établissements permettaient une adaptation au handicap cognitif avec un accès libre à l'extérieur seulement dans un établissement sur 2. Et c'est donc une restriction très importante de la liberté d'aller et venir qui est donc imposée aux résidents. Les équipes, du fait de cette absence d'adaptation, ne pouvaient pas accompagner les résidents, sauf dans un tout petit nombre de cas, et le jardin ne permettait donc pas cet accès libre. Voilà. Et même, nous trouvions à l'époque des situations pas négligeables d'établissements où il était interdit aux soignants d'utiliser le jardin dans leurs soins, et des activités donc qui restaient très, très pauvres.
et les résidents et les établissements ont exprimé un souhait important d'amélioration. Et il y avait donc une certaine conscience dans les établissements. Vous voyez, 62% souhaitaient améliorer la situation. Alors, nous avons renouvelé un petit peu, 10 ans plus tard, une enquête auprès de 20 EHPAD de Lorraine, là, cette fois-ci, pas simplement dans le Grand Nancy, donc avec des établissements en territoire urbain ou rural, privés, publics, avec ou sans unités spécialisées de vie protégée. Et vous voyez qu'on retrouve toujours un quart d'insatisfaction, alors que 89% des résidents fréquentent le jardin, souvent plusieurs fois par semaine, vous voyez, plus de la moitié, et 30% tous les jours, mais ils y signalent un grand manque d'intérêt et des difficultés, notamment en termes de circulation, de mobilier, etc. Les visiteurs rejoignent l'avis des résidents et les professionnels restent toujours une grosse majorité à estimer qu'ils pourraient améliorer leur jardin. Alors, on va maintenant s'intéresser justement à ces patients, ces résidents, diapositive suivante. Eh bien, finalement, ils peuvent être très, très divers, même dans un établissement comme le nôtre, une unité cognitivo-comportementale. Nous y avons des sujets jeunes et des sujets âgés. Ce n'est pas une unité gériatrique. Ils peuvent avoir des troubles sensoriels, des difficultés locomotrices, une polypathologie, des fragilités multiples. Donc, finalement, une grande diversité des situations. C'est la même chose dans les EHPAD et surtout des pathologies qui sont évolutives et donc des patients qui vont risquer de s'aggraver au fil du temps dans les établissements. Et puis des étiologies, des maladies neurocognitives qu'ils présentent, puisque c'est ma spécialité, je vais me centrer sur ce domaine, qui peuvent donner donc des symptômes et des particularités très différentes entre, par exemple, maladie d'Alzheimer et maladie Accord-Lewis ou démence frontotemporale. Les visiteurs, les proches, eh bien là aussi, ils sont, j'ai mis voilà, de 7 jours à 107 ans, parce qu'effectivement, notre plus jeune visiteuse sortait tout juste de la maternité. C'était la plus jeune que nous ayons eue et nous avons dépassé les centenaires. Donc, voilà. Donc, il peut s'agir de membres de la famille, d'amis, de bénévoles ou de partenaires avec lesquels des liens vont se tisser, comme des écoles, des associations, des intervenants du monde culturel et artistique. Et tout ceci, il va falloir que le jardin aussi leur permette de rendre leur visite et leur séjour plus agréable, de développer des activités et de les motiver à s'investir dans le jardin et auprès des personnes soignées. Les professionnels, eh bien, ces projets de jardin thérapeutique et d'aménagement vont nécessiter une démarche de gestion de projet particulière. Il va falloir insuffler une dynamique. Ce n'est pas d'emblée acquis, même si c'est ensuite très porteur lorsque l'équipe a bien compris. Mais il faut vraiment qu'il y ait une démarche pour que l'équipe s'approprie le projet. Je vais donner un petit exemple. On avait fait un projet pour accueillir justement les enfants transgénérationnels, donc d'une même famille, pour des activités partagées. Et nous avions eu une subvention pour cet aspect spécifique de notre projet, de la Fondation Médéric Alzheimer. Et lorsqu'on en a parlé la première fois pour élaborer le projet avec les soignants, ils ont dit « mais jamais les familles ne voudront venir avec des enfants pour visiter des personnes âgées ». Et on a donc lancé le défi de faire un premier atelier avec les enfants du personnel. Et ils ont joué le jeu. Pour certains, la majorité d'entre eux est venue avec leurs propres enfants. Et ça s'est très bien passé. Et ainsi, ils se sont sentis beaucoup plus à l'aise pour proposer cette venue des enfants aux familles des patients. Alors, c'est aussi très important qu'il y ait une dynamique de continuité dans le projet de jardin thérapeutique. On y reviendra peut-être au moment des questions. Et c'est aussi un outil vraiment qui va permettre à l'expression de la créativité des soignants. Et ça, je pense que c'est très important pour une équipe qu'un tel projet puisse lui être proposé. C'est une grande source de satisfaction et de qualité de vie au travail. Alors, là, ce sont les humains, mais le site, eh bien, il va falloir vraiment réfléchir à la dimension de l'établissement, la dimension de l'espace vert. On a mené une enquête qui montre que, alors que quelquefois, on a des espaces très grands, d'ailleurs, je crois que vous, après mon trait, vous avez une très, très belle surface et un très bel environnement, mais quelquefois, la zone pour le jardin, alors qu'il y a 2 hectares à disposition, c'est 100 mètres carrés. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on est en capacité et qu'est-ce qu'on peut vraiment aménager? Quels sont les atouts, les contraintes du lieu? On y reviendra. Quelle est l'architecture environnementale et quelle est l'analyse agronomique et de biodiversité que l'on peut effectuer pour le site. Voilà. Alors,
on va juste rapidement passer sur la diapositive suivante avec cet ouvrage de Claire Copper-Marcus qui nous a inspirés, puisqu'au début de notre démarche il y a 15 ans, il n'y avait pas de travaux en français, comme on le disait. Et donc, ces étapes que je vous ai déjà présentées avec, je rappelle, donc cette démarche supplémentaire dont je n'ai pas encore parlé, d'enquête pré- et post-aménagement auprès donc, des différentes personnes concernées, les patients, les visiteurs et les professionnels. Ça permet effectivement de vérifier l'adéquation du projet et de faire des ajustements au fur et à mesure de sa réalisation. Voilà. Alors, quelques recommandations brièvement et pour en montrer une lecture critique, je dirais. Bien entendu, pour les personnes avec des troubles cognitifs, Alzheimer, maladie apparentée, la sécurisation va être importante pour que les patients ne puissent pas s'égarer vers la ville. Mais aussi pour des personnes qui ont par exemple des pathologies ophtalmologiques, des naissances maculaires liées à l'âge, des effets d'éblouissement lorsqu'ils sortent de l'intérieur dans une zone très peu ombragés, des effets sur les sols aussi qui peuvent être éblouissants. Au contraire, quand on a des petits patios avec des bâtiments très hauts autour, cette impression de bocal, d'être observé par tout le monde qui peut être très, très gênante, en particulier en psychiatrie. Des contraintes très, très pratiques comme la présence des toilettes, des zones à la fois pour pouvoir s'isoler, être en intimité par exemple avec ses proches, ou au contraire des zones pour des ateliers ou des moments de convivialité. Une attention particulière à la circulation et aux accès, à la présence d'eau, à des jardinières à hauteur qui permettent un jardinage adapté pour les personnes handicapées. Et puis, donc, je n'aborderai pas la dimension artistique puisque c'est l'objet de la conférence suivante. Mais pour dire la sécurisation et le fait que le jardin soit clos, je vous ai montré effectivement une petite photographie. Et voilà, il faut interpréter, non pas à la lettre, mais selon l'esprit, ces recommandations. C'est-à-dire que sous prétexte que ça doit être sécurisé, il ne faut pas en arriver à un jardin qui soit complètement simplifié et très pauvre, comme on le voit parfois dans les établissements où le jardin est de plus en plus pauvre au fur et à mesure qu'on entre dans une unité avec des patients ayant des formes plus évoluées, ce qui fait que ceux qui sont le plus handicapés ont le jardin le moins stimulant, ce qui n'est pas du tout, bien sûr, à recommander. Alors, on va vous montrer le jardin donc, du CHU de Nancy, une petite vue aérienne prise donc, par l'hélicoptère du SAMU, grâce à notre responsable de communication. Il n'était pas encore tout à fait terminé au niveau des aménagements. Vous voyez qu'on est en cœur de ville, avec une belle surface de 4000 mètres carrés. On va passer à la diapositive suivante. Vous avez vu donc, cette architecture très à la française, très géométrique, qui nous était imposée. Donc, le projet, nous l'avons établi à partir des données de la littérature, des enquêtes dont je viens de vous parler, et puis donc cette conception qui croise l'approche neuropsychologique des difficultés et des capacités restantes des patients et l'approche artistique. Donc, qu'est-ce que nous avons comme objectif de soins à travers ce jardin? Eh bien, nous essayons donc de rendre le jardin étayant, capacitant pour le sujet en termes d'orientation temporelle, d'orientation spatiale, solliciter les capacités de langage et de communication, les fonctions exécutives, d'organisation, de planification et les praxis, comme je le disais tout à l'heure, les gestes fins, etc. Nous allons aussi nous centrer sur certains symptômes cognitifs et solliciter à travers l'usage de ce jardin, diapositive suivante, je pense qu'on a, voilà, la suivante encore, voilà, les registres de mémoire. Là, je vous ai mis ceux qui sont le plus préservés vers ceux qui sont le plus altérés. Donc, on va s'appuyer sur les composantes de mémoire procédurale, des savoir-faire, de mémoire sémantique, les connaissances vis-à-vis de la nature et des jardins, des plantes, qui sont des connaissances très résistantes parce que nous y sommes exposés depuis notre enfance et tout au long de notre vie à la nature, jusqu'aux zones les plus fragiles de la mémoire épisodique que le jardin nous permet de solliciter. Pour les troubles psychocomportementaux qui sont souvent moins mis en avant, mais qui sont très importants aux phases évoluées de la maladie, nous allons voir qu'effectivement, le jardin nous permet d'avoir une action sur un grand nombre de symptômes, comme l'agitation, la déambulation, l'anxiété, la dépression. Ainsi, donc, ce jardin, il va devoir intégrer plusieurs dimensions. La dimension sensorielle, j'en ai parlé, la dimension de familiarité, et les références socio-culturelles partagées qui permettent justement à la communication de s'établir parce qu'il y a des sujets communs et partagés entre les patients ou les résidents. Donc, on a fait des enquêtes sur les références socio-culturelles de la Lorraine auprès des 4 départements dans les clubs du 3e âge. C'est pour nous un aspect important. Un jardin qui donne envie
qui donne de la motivation pour le parcourir et le découvrir, qui soit tout le temps intéressant, vivant et mouvant au fil du temps et des saisons, et qui nous permettent à la fois d'avoir un objectif de socialisation. C'est ce que nous disions dans nos premiers exposés, et nous avons découvert au moment du confinement que le jardin thérapeutique était un formidable outil de distanciation apaisée. Si vous avez des questions sur le jardin en période de confinement, nous avons publié un article spécifiquement sur cette expérience-là. Voilà donc une petite photo qui vous montre quelques images du jardin et qui résume ce que je viens de dire. On peut rapidement la passer pour vous dire qu'effectivement, nous avons donc démarré ce projet de jardin thérapeutique en 2008, alors que le plan Alzheimer faisait justement recommandation aux établissements d'en aménager pour les unités accueillant des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou apparentées. Donc, on a été sollicité par beaucoup d'équipes gériatriques à cause de cela, comme nous, on était déjà en phase d'aménagement, et donc on a mis en place une formation qui maintenant est sur 2 jours avec une version distancielle qui sera proposée cette année. Voilà, notre expérience nous a amené à rencontrer et à croiser des professionnels d'horizons différents en dehors du monde du soin, et notamment des agronomes, avec qui un partenariat s'est tissé en Belgique avec l'université de Jean Blou. Et nous avons donc eu une action d'analyse de la biodiversité de notre jardin, et nos collègues de Liège nous ont donc indiqué que notre jardin n'était pas suffisamment attractif pour les pollinisateurs, que sont les abeilles et les papillons, en début et en fin de saison. Nous avions trop de plantes ornementales et pas assez donc de plantes locales, mellifères, et donc il y a eu une action au niveau du CHU pour renforcer la composante végétale, vous voyez, avec une augmentation de l'index de biodiversité tout à fait significative et un impact sur donc cette présence de nourriture pour les pollinisateurs. Voilà. Alors, ceci nous amène maintenant à présenter rapidement notre programme de recherche, car en tant que médecin dans un établissement hospitalo-universitaire, au-delà du soin et de la formation, il nous paraissait important de mener un programme de recherche pour valider les principes de conception que nous avions retenus, qui comportent l'analyse du contenant, la structuration spatiale du jardin, et l'analyse du contenu, à la fois végétal et artistique, et les bénéfices en pratique courante sur les différents usagers du jardin. Donc, vous avez sur la partie droite de la diapositive les thèses principales de psychologie et de médecine qui ont été élaborées et soutenues. En gris, ceux qui ne sont pas encore publiés, et en vert, ceux qui ont déjà fait l'objet de publications. Voilà, puisque sur la diapositive suivante, voilà, vous avez un petit florilège des publications que nous avons pu faire sur ces quelques années. Alors, pourquoi est-ce que c'était important pour nous de publier? On peut passer à la diapositive suivante, parce qu'on voulait clairement, quand on a commencé, il n'y avait pas de recommandations en langue française, et il fallait décliner les recommandations et les expériences américaines, mais avoir toujours cet esprit, voilà, de se baser sur la preuve. On nous le demande en médecine, mais dans le domaine effectivement aussi de l'aménagement de l'environnement, eh bien, il y a des recommandations qui doivent se baser sur des preuves empiriques, et il y a une définition donc de ce design de l'aménagement des établissements que l'on peut transposer aux études françaises. Alors, je terminerai cela justement par une étude très intéressante publiée en 2021 par nos collègues italiennes, qui a repris donc ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire avec des mots-clés. Elles ont répertorié tous les articles publiés alors en langue anglaise sur jardin thérapeutique et pratique d'hortithérapie et de jardinage appliqué à la santé. Elles ont relevé donc 480 articles sur ces mots-clés, et elles les ont ensuite analysés. Je dis elles parce que c'est plutôt des femmes dans les signataires, voilà. Et en fonction des qualités méthodologiques, on peut passer la diapositive suivante, c'est-à-dire est-ce que ce sont des études expérimentales avec des critères d'évaluation précis, etc. Eh bien, est-ce que ces études sont valables? Eh bien, il y en a 16 qui ont réussi à passer effectivement la barre de leur étude, et 10 portés sur les jardins thérapeutiques, 6 sur l'horticulture. Et voilà les bénéfices qui sont répertoriés. Vous voyez qu'ils sont nombreux et qui font écho à ce que je viens de vous présenter. Voilà. Alors, eh bien, je terminerai par justement comment pouvons-nous éclairer nos pratiques et
mener un projet d'aménagement de jardin thérapeutique et vous présenter un petit outil, l'outil Marcotte que nous avons créé et qui nous permet, en fonction d'un certain nombre d'axes d'évaluation, d'établir une auto-évaluation de l'établissement et du site, de ses atouts et de ses contraintes, de ses potentialités. On peut passer à la diapositive suivante. Ceci se présente sous la forme d'un diagramme radar. Et ensuite, on peut réaliser donc une évaluation sur site qui vient compléter l'appréciation par l'établissement avec donc nos compétences dans le domaine médical, design, biodiversité. Et ça permet, en fonction des étapes d'aménagement, de déterminer les étapes prioritaires d'aménagement, parce que souvent, un projet ne peut pas être accompli dans son entièreté tout de suite, et il faut donc prioriser et établir des étapes, et de réévaluer au fur et à mesure de ces aménagements la qualité en refaisant ces diagrammes radars qui permettent ce suivi. Voilà, j'ai terminé. J'espère ne pas avoir dépassé le temps. Les dernières diapositives sont pour vous montrer qu'un jardin thérapeutique tel que le nôtre, ça a mobilisé quelques personnes. Bientôt, la diapositive ne pourra plus. Il va falloir que je réduise la police de caractère pour tous les remercier. Et puis, effectivement, je crois qu'il y a une petite photo après. Voilà. Hein. Après les remerciements à nos donateurs et mécènes, parce que c'est aussi beaucoup de subventions qui ont été réunis pour créer ce jardin et le programme de recherche aussi. Et puis, voilà, je crois qu'on termine sur une photo des patients. Voilà. Merci beaucoup, docteur Jonvaux, pour cette présentation vraiment très détaillée. Ça montre que nous avons besoin vraiment de faire des études, nous aussi, d'étudier toutes ces bases théoriques dont jusqu'à présent, effectivement, en psychiatrie, dans nos parcours, nous n'avons pas pris en compte ni étudié. Nous ne sommes pas un centre universitaire, mais effectivement, la création de jardins thérapeutiques, ça demande un approfondissement théorique qui est très important. Moi-même, je suis très curieuse de lire et d'apprendre beaucoup de choses que je n'ai pas appris jusqu'à présent dans mon parcours. Et tout je ne les avais pas apprises non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Pardon? Je ne les avais pas apprises non plus dans mon parcours. Oui, j'imagine. Ça ne fait pas encore partie de la formation des médecins et c'est dommage, hein, cette relation soin-environnement. Voilà, moi je pense qu'il faudra l'introduire. En tout cas, moi, je vais oser, par exemple, dans mon mémoire, introduire aussi cet aspect, parce qu'on parle beaucoup de réhabilitation psychosociale en ce moment. C'est des programmes qui se déroulent dans des bureaux, alors que je pense que vous avez démontré qu'au niveau des fonctions cognitives et supérieures, et motricité aussi, il y a beaucoup à faire dans des situations comme ça, d'ateliers, de jardin, maraîchage. Nous avons aussi du maraîchage, des potagers, des vergers. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et que ce serait intéressant d'étendre votre approche aussi à la psychiatrie, par exemple, à la schizophrénie. Vous avez cité les troubles bipolaires, donc la dépression, les troubles de l'humeur, etc. Donc, moi, je vous suis très reconnaissante de cette présentation. Donc, la parole, c'est au docteur Reinhard Fischarek, sculpture et design. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir invité pour cette séance de partage de nos expériences. Et en fait, je voudrais commencer par une petite introduction qui va tabler sur les particularités des jardins thérapeutiques et de leur design. Voilà, en particulier, je pense que c'est important de bien comprendre pourquoi ces lieux sont différents d'un jardin public ou d'un parc. Je vais ensuite approfondir notre approche pour le design d'un jardin thérapeutique, notamment les deux piliers qui sont le design fonctionnel, le design artistique, et après je vais vous présenter 5 hypothèses qui vont en fait faire la base, pour la suite de la présentation. La suivante, s'il vous plaît.
Donc, notre approche générale se base sur 3 piliers. C'est d'abord les analyses du site et de l'établissement avec les 3 piliers d'une analyse médico-sociale et institutionnelle. Donc, il faut bien comprendre qui sont les utilisateurs, les malades, par exemple, quelles sont les particularités des différentes pathologies. Après, il y a une analyse environnementale et une analyse design. Le développement d'un design doit nécessairement intégrer toutes les données recueillies. Après, il y a la phase d'implémentation, l'évaluation systématisée dont le docteur Janvaux a parlé, c'est-à-dire après une évaluation systématique et méthodique pour comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pour ensuite améliorer éventuellement le design du jardin. La suivante, s'il vous plaît. Donc, rapidement, qu'est-ce que nous appelons un design fonctionnel? Mais avant d'aborder ça, je voudrais d'abord vous attirer votre attention sur le fait que généralement les EHPAD et les hôpitaux sont des lieux où nous rencontrons des personnes provenant de tous les milieux. Autrement dit, une grande diversité de personnes avec des histoires personnelles et préférences esthétiques très variées. En ce sens, ce sont des lieux publics et les personnes qui y sont accueillies sont représentatives de notre société. Une question se pose: comment faire pour qu'une grande majorité de ces personnes s'y trouvent bien? Car une condition primordiale pour qu'un jardin thérapeutique fonctionne est de s'y sentir bien, de se sentir bien dans ce lieu. Autrement, il n'y a pas beaucoup de raisons d'y aller et d'y passer du temps, ni seul, ni en compagnie. Par conséquent, le fil conducteur pour le design d'un jardin thérapeutique doit être comment créer un espace où un maximum de résidents, de personnes hospitalisées, leurs visiteurs, les équipes qui y travaillent se sentent bien. Ceci peut paraître évident, même trivial. Pourtant, ce n'est pas facile compte tenu de la grande diversité de personnes et d'acteurs et de la complexité de ces lieux de soins qui doivent à la fois être fonctionnels, créer le sentiment d'être chez soi et qui doit convenir à un maximum de personnes de tout âge et de toute provenance. Donc, il s'agit de trouver une approche qui doit à la fois intégrer les besoins fonctionnels des utilisateurs, les impératifs des directions et gestionnaires, indépendamment de leurs préférences esthétiques individuelles. Alors, quels peuvent être les dénominateurs communs pour créer cet espace de rencontre dans un lieu donné? Les gestionnaires s'interrogent le plus souvent sur l'intérêt réel des jardins. Leurs questions sont orientées vers les données objectives. Ils veulent les preuves, ils recherchent la valeur ajoutée, un retour sur l'investissement. Cela est très légitime, si ce n'est pas l'unique critère sur lequel se baser et si on respecte certaines limites. Donc, je reviens là au design fonctionnel. Vous avez eu l'occasion de lire, notamment c'est des critères très pratiques, accès facile, point de repère, tout faire pour que la lisibilité du lieu soit donnée, pour qu'on puisse s'y orienter facilement. Après, il y a des aspects techniques comme la fonctionnalité des allées, des zones de repos et de contemplation, j'y reviendrai, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est en fait la base de la structuration. Le suivant, s'il vous plaît. Et je pense que, voilà, il faut prendre
évidemment en compte les spécificités neuropsychologiques et socioculturelles des utilisateurs et utilisatrices. Et bien sûr, le design doit respecter des règles esthétiques qui sont aujourd'hui également bien étudiées par des travaux de l'esthétique expérimentale. La troisième hypothèse, c'est le bien-être ressenti peut être potentialisé en jouant sur une synergie entre les effets de la nature et ceux de l'art. Et dans une des publications, nous avons établi l'hypothèse que le facteur commun entre la nature et l'art est celui de la beauté. Et pour un bon résultat, il faut rechercher beauté et harmonie au-delà du design purement fonctionnel. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, le design artistique, notre but était de créer un espace à la fois fonctionnel et harmonieux. Et la notion d'harmonie pour un jardin thérapeutique est une condition importante pour que les visiteurs du jardin y éprouvent un sentiment de bien-être et aient envie d'y aller. Appliquer des principes universels objectifs qui sont associés au sentiment de beauté et d'harmonie et les intégrer dans la conceptualisation du design. Et dans la suite de cette présentation, je vais me concentrer sur ces principes-là qui ont été établis au cours des dernières années de manière scientifique. Et finalement, évidemment, bien sûr, réfléchir à la création et l'implémentation d'œuvres d'art adaptées aux dieux et adaptées aux principaux utilisateurs. Alors, c'est très différent d'une simple installation d'une ou plusieurs œuvres d'art dans un jardin, et ça ne doit pas être confondu avec un jardin de sculpture ou une exposition d'œuvres d'art. La suivante. Donc, quels sont les fondements scientifiques de notre approche artistique? Je reviens à la question. Existe-t-il des dénominateurs communs au-delà des goûts personnels qui déterminent un sentiment de bien-être pour une grande majorité des utilisateurs? Et quelles sont les évidences scientifiques sur lesquelles nous pouvons nous appuyer? Si ces dénominateurs communs existent, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans un design? C'est ça les questions. Et voilà, et maintenant, je voudrais commencer par deux citations. On peut véritablement souffrir d'un manque de beauté. Ça a été écrit dans ce dernier livre de Gabor Pal, qui a fait une magnifique synthèse de cette approche expérimentale à l'esthétique. Et puis, je vais vous lire une petite citation de Anton Tchekhov, une banale histoire. Sur un garçon fraîchement débarqué de sa province qui s'imagine que le temple de la science est véritablement un temple, la vétusteté des locaux universitaires, l'obscurité des couloirs, la suie des murs, le manque de lumière ne peut pas faire bonne impression. Et voici le jardin. Je ne l'aime pas. Il serait plus intelligent d'y faire pousser aux dieux de tilleuls physiques des buissons d'acacia jaunâtre et de lilas clairsemés étendus, de grands pins et de beaux chênes. L'étudiant, dont les dispositions d'esprit sont le plus souvent déterminées par ce qui l'entoure, ne doit voir à chaque pas que des choses élevées, fortes et élégantes. Fin de citation. Ne devrions-nous pas réclamer la même chose pour les résidents des EHPAD et hospitaliers?
puisque la réalité des goûts et des préférences esthétiques individuelles existe, en réalité, nous nous sommes posé les questions suivantes. Alors, est-ce qu'il y a ces dénominateurs communs? Et si elles existent, comment les intégrer dans le design? La prochaine, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous présenter rapidement le modèle EOSC et ses valeurs associées à l'esthétique élémentaire. O, à l'ordre, S, associé au sujet, la relation sujet-objet, et C, c'est les valeurs de créativité. La suivante, s'il vous plaît. Ce modèle a été établi par des recherches empiriques et voilà, il permet de classifier un tout petit peu ou donner un cadre pour comprendre le pourquoi de certaines réactions esthétiques. Il permet également une meilleure compréhension des goûts et jugements esthétiques individuels et finalement, il nous donne une orientation pour identifier des principes de design. Les valeurs esthétiques élémentaires sont des réactions qui sont très probablement ancrées dans notre biologie. Par exemple, l'effet immédiat ou presque viscéral de certains stimuli sensoriels comme des sons, couleurs, odeurs, visages, proportions, paysages, etc., que nous aimons ou n'aimons pas. Voilà. Et par exemple, ce que nous aimons en général, c'est des paysages verdoyants, des parcs semi-ouverts, en particulier avec présence d'eau. C'est assez universel. Partout, on aime un feu de camp, un coucher de soleil, certaines harmonies qui suivent la règle d'or, etc. Ces valeurs sont assez stables. On peut les rencontrer dans la majorité des cultures et elles ne sont pas dépendantes de mode. Jusqu'aux effets biologiques, en fait, associés au taux de sérotonine lors de la consommation de tomates ou de chocolat, et ça nous donne un sentiment agréable. La suivante. Alors, on a établi des hypothèses comme quoi ces valeurs esthétiques élémentaires sont carrément innées et programmées dans notre cerveau. C'est des a priori universaux. C'est notre façon de construire le monde. C'est notre programmation de construire le monde qui nous fait juger d'une façon pratiquement universelle certaines perceptions. Bon, la suivante. Par exemple, également, beauté et santé. La beauté est souvent associée, enfin, je veux dire, la beauté est associée à attractivité sexuelle et c'est souvent sous l'aspect qu'un beau corps nous semble être en meilleure santé. Là, on trouve une très forte corrélation quand on fait des études avec des questions dans ce sens, où un beau fruit avec une forme régulière, avec une couleur éclatante, apparaît bon pour la santé, et ainsi de suite. Je passe à d'autres exemples, la suivante. On va rapidement regarder
certains types de paysages, parce que ça rejoint notre sujet de jardin, parce qu'il y a un ressenti très, très lié entre des environnements différents et notre façon de nous sentir bien dans un environnement ou moins bien. La suivante. Alors, par exemple, quand on regarde la nature sauvage, évidemment, c'est verdoyant, il y a de l'eau, mais il y a aussi quelque chose de menaçant. C'est assez fermé, c'est sauvage, on ne sait pas ce qui se passe derrière le virage du fleuve. Et la suivante, le contraire, très ouvert, il y a aussi ici de l'eau, mais on se sent peut-être un peu perdu, un peu exposé, il n'y a pas assez de protection. La prochaine. Et en général, une majorité de personnes préfèrent des parcs à l'anglaise, des jardins à l'anglaise, qui représentent en général des paysages semi-ouverts qui à la fois donnent ouverture et aussi des lieux de protection où on peut se retirer, être plus en intimité. La prochaine, ou bien des paysages de culture, là aussi pris un peu du haut d'un promontoire et on peut contempler ce paysage qui a une combinaison de ouvert et de fermé. Le suivant. Voilà, je passe à la deuxième catégorie. C'est la catégorie O, associée à ordre ou pattern. Et je vais rapidement, je vais rapidement vous donner quelques exemples. C'est des réactions qui sont associées à l'ordre, à la cohérence, mais aussi à la simplicité. Le suivant. Voilà. Par exemple, vous avez un jardin à la française, très, très classique, très ordonné. Les gens, mais ça manque peut-être un peu de diversité. Hein. C'est peut-être un peu trop construit. La prochaine. L'ordre et régularité se retrouvent dans toutes les cultures comme élément esthétique important, avec des motifs répétitifs, des ornements. La suivante. Là, pareil aussi, il y a des motifs moirés et dans la nature, et effectivement aussi quand vous faites quand vous produisez avec des motifs fractales, des dessins répétitifs. Voilà, et ça, cette catégorie de motifs nous rappelle l'ordre qui est inhérent à la nature, par exemple, à gauche, ou bien aussi dans les motifs créés. Et il y a une part de la population qui a un penchant vers ce motif de l'ordre. Le suivant. Après, très important, les valeurs S sont associées à des réactions esthétiques associées à pertinence, attachement, appartenance. Un objet est personnellement significatif, ça me parle. Il y a aussi ce motif de la communauté, de se sentir en appartenance avec un groupe. Et c'est important de trouver
des objets ou bien des circonstances ou des activités qui sont significatives pour les personnes qui sont dans ce jardin en particulier. Et je fais référence ici, par exemple, aux ateliers qui se font dans le jardin thérapeutique de Nancy. Quelques citations. Ce jardin me rappelle le jardin de ma grand-mère. Je m'y sens un peu comme chez moi, où cette histoire me bouleverse. Hein, et voilà. Après, il y a aussi dans ce contexte l'importance des références culturelles qui résonnent avec un individu et qui lui donnent le sentiment d'appartenir à une certaine culture. J'y reviendrai plus tard. Et enfin, la suivante, la valeur C, associée à stimulation, complexité et créativité. Et là, c'est un champ très, très ouvert, bien sûr, pour aussi proposer des objets d'art, des objets qui sont pas habituels, qui invitent à découvrir du nouveau. Et voilà, simplement, le troisième point intéressant, il faut absolument veiller à ce que ce ne devienne pas trop simple, trop évident, trop beau, parce que là, on perd l'intérêt très vite ou on ne suscite même pas l'intérêt quand c'est trop évident. Prochain. Bon, en conclusion, notre approche consiste à mettre en équilibre les valeurs EOC et OSC en respectant les nécessités fonctionnelles comme le budget, les normes de sécurité et les normes sanitaires. Et j'ose dire que inclure dans le design des éléments de chaque catégorie augmente la probabilité qu'un maximum de personnes s'y trouvent bien. Voilà. Bon, je vais voir. Bon, la suivante. Je voudrais rapidement vous donner quelques bases scientifiques différentes de l'empirie qu'on vient de voir. C'est une autre piste de mettre en évidence les valeurs esthétiques, l'imagerie fonctionnelle du cerveau, qui a permis de démontrer une activation des réseaux cérébraux spécifiques reliés à la beauté, comme à la laideur, et le degré de leur activation correspond à l'intensité du sentiment. Ceci permet en fait d'étudier nos réactions esthétiques et de les mettre en relation avec d'autres paramètres. Et ce champ de recherche est en train de se développer rapidement. La suivante. Là, je vous montre un exemple d'activation de ces centres orbitofrontaux qui, et vous voyez ça du côté droit, est beaucoup plus intense quand c'est, comment dirais-je, quand le sentiment du beau est présent par rapport à quelque chose de neutre du côté droit. Vous voyez, l'activation est moins forte. Donc ça, c'est une piste importante de la recherche actuelle. La suivante. Bon, je voudrais, dans un troisième chapitre, parler brièvement de beauté, art et harmonie et proposer d'abord une tentative de définition. Donc, il n'y a pas une seule
définition de l'art, mais là, pour une définition de travail, je propose une combinaison de structures, couleurs, matériaux, compositions et formes qui plaît esthétiquement. Ce qui plaît est associé bon et au vrai, et on voudrait l'avoir, par opposition au laid qui est rejeté. Et en allemand, le mot laid, hässlich, vient directement de haine, donc un fort rejet qui s'exprime déjà dans le mot même de laideur ou de haine. La diapo suivante. Il y a une beauté inhérente à la nature, dans les proportions, la symétrie, régularité, ordre, etc. En fait, dans la nature, c'est une manifestation visible des lois naturelles et souvent, ça nous évoque un sentiment de magie ou de grande harmonie. Et par exemple, nous appelons aussi une belle solution scientifique, une solution brillante. Et c'est associé à ces moments de ah ou de eureka, en fait, voilà, pour une découverte scientifique majeure qui est le plus souvent, quasi toujours associé au sentiment du beau, à une belle solution. Et évidemment, il y a eu au cours de l'histoire souvent un lien entre la beauté, le divin et le sacré. La suivante, s'il vous plaît. Donc là encore quelques exemples. La fameuse suite de Fibonacci associée à la règle d'or. Il y a d'innombrables exemples dans la nature où cette loi, en fait, se manifeste. Donc, et là, c'est toujours associé, indépendamment des coutures, associé à un sentiment de beauté et de surprise et d'émerveillement. Le prochain, voilà, rapidement, il y avait tout un mouvement dans l'art aussi d'associer la beauté et la fonctionnalité, notamment en Allemagne très fort il y a 100 ans, le mouvement du Bauhaus, ou en France, Art déco, où on voulait justement que les objets quotidiens prennent aussi une belle forme, etc. La prochaine. Rapidement, quelques mots sur l'harmonie. Il y a harmonie lorsque les éléments d'un ensemble sont ajustés en vue d'une fin. Et ça peut s'appliquer effectivement à cette valeur O qui est associée à l'ordre, cohérence, concordance, homogénéité, unité, etc., etc. Et je pense que ça, c'est souvent sous-estimé dans les designs où on regarde parfois trop les objets individuels et ne veille pas souvent assez à ce que l'ensemble devienne harmonieux. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, l'art n'a pas de définition universellement acceptée, mais un aspect de l'art est la capacité à travers de signes, symboles, d'engendrer un processus qui intègre mémoire, émotion, pensée et qui se manifeste entre autres dans un ressenti du beau. Chaque démarche esthétique fait appel à nos émotions et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment activement rechercher. Bon, la prochaine. Alors, l'art et beauté, c'est une relation ambiguë
parce que effectivement, l'art aussi peut être détourné pour des fins politiques, de propagande, voilà, ce n'est pas toujours nécessairement associé au bon. Mais ce que nous recherchons évidemment dans les jardins thérapeutiques, c'est de l'utiliser les moyens et le potentiel de l'art pour être apaisant, bienfaisant et en fait associé peut-être au bonheur, parce que vous avez probablement remarqué quand n'importe quel visage, quand les gens sont heureux, c'est toujours beau à voir. C'est toujours beau à voir, et donc il y a une forte association entre le bonheur et la beauté. Et inversement. Donc il y a une espèce de mutualité là-dedans. La prochaine. Alors, en fait, je résume un peu ce que nous appelons notre approche artistique, c'est de composer un jardin comme une œuvre d'art qui corresponde au cadre existant et intègre harmonieusement les aspects médico-sociaux, avantages et contraintes du lieu, réglementation et besoins, souhaits, désirs, idées des habitants, des équipes et des visiteurs en mettant en œuvre des principes artistiques et esthétiques applicables universellement. Alors, effectivement, proposer des œuvres d'art adaptées aux utilisateurs, mais au-delà, rechercher à rendre les objets fonctionnels. Par exemple, il y a un grand potentiel pour le mobilier que vous mettez dans ces jardins. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. La prochaine. Alors, on revient là. Je voudrais, voilà. Donc, avant de passer aux illustrations et de vous donner quelques exemples des jardins qui ont été réalisés à Nancy, je voudrais exprimer quelques réflexions personnelles concernant la beauté. En fait, les sujets que je viens de citer représentent des sujets tellement vastes devant lesquels je me sens intimidé et je vais me restreindre à partager juste quelques pensées personnelles et quelques citations pour vous encourager d'y réfléchir. Nous avons postulé dans une publication qu'il y a une synergie entre le ressenti positif de la nature et de l'art et que le facteur commun entre nature et art est la notion de beauté. Je pense que nul ne doute que la beauté existe et je ne doute pas qu'elle ne nous soit existentielle. François Cheng l'exprime ainsi. Citation, « Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue. » Fin de citation. Cheng parle également d'un impérieux désir de beauté et je n'ose pas imaginer la morosité d'un monde sans beauté. Si la beauté nous est tellement existentielle, il paraît évident que nous en avons besoin dans des situations de fragilité, de maladies graves et de détresse. C'est pourquoi nous y avons réfléchi dans le contexte de l'aménagement de jardins thérapeutiques. La beauté ne peut pas être pensée, elle est toujours ressentie dans un moment présent, elle est toujours éphémère et cette expérience est liée à la vie même. Nous recherchons la beauté comme nous recherchons le paradis perdu. Encore une fois, François Cheng, chaque expérience de beauté rappelle un paradis perdu et appelle un paradis promis. Mais pourquoi nous sentons-nous expulsés du paradis, séparés du cosmos, ce qui est souvent associé à un sentiment de solitude et d'abandon?
Pourquoi est-ce que la nature est si belle et produit des écosystèmes sains et harmonieux alors que les productions de l'homme souvent ne le sont pas, voire même sont hideuses? Encore pire, pourquoi l'homme détruit si souvent la beauté naturelle alors que nous en avons tellement besoin? J'essaie de trouver quelques réponses. L'homme a une forte tendance d'optimiser selon quelques critères seulement, comme la pure fonctionnalité, l'efficacité, une production au moindre prix, etc. Finalement, on peut le subsumer sous la notion de buts égocentriques ou égoïstes qui prennent le dessus et deviennent déterminants dans nos actions. Autrement dit, les interventions de l'homme ne visent souvent pas à mettre en équilibre l'ensemble des éléments, ce qui conduit à devenir disruptif. Donc, c'est justement pas la recherche de l'harmonie, mais voilà. Être ému devant un coucher de soleil, une belle fleur, une œuvre d'art et éprouver le sentiment de beauté peut nous relier pour quelques instants à la beauté universelle et nous donner le sens de nous unir avec quelque chose de plus grand. Ces instants sont bienfaisants et sont la base d'un effet thérapeutique. Objectivement, vous avez vu, l'imagerie fonctionnelle a pu démontrer qu'il existe des centres cérébraux qui deviennent actifs quand nous éprouvons le sentiment de beauté, surtout quand nous sommes émus par une situation, une œuvre, un paysage. Cette expérience émotionnelle est subjective, c'est-à-dire indépendante de la valeur artistique, culturelle ou commerciale, et elle semble correspondre à cet effet de « ah » et est présente également, comme j'ai dit, quand un problème scientifique complexe trouve sa solution subitement. Ceci ne peut jamais être fait, mais cela arrive, ça advient, et quand c'est réalisé, nous éprouvons le sentiment de beauté associé à un sentiment de profonde satisfaction et de bien-être. Alors, la recherche neuropsychologique montre que le réseau par défaut est particulièrement activé quand quelque chose nous émeut et il a une forte corrélation avec des scores esthétiques élevés. Et ce réseau est fortement associé à la conscience de soi profonde, selon Damasio, le noyau de notre soi, c'est-à-dire à celle qui n'est pas notre soi autobiographique. Alors, faire recours à ces ressources a particulièrement de sens chez des personnes atteintes de troubles cognitifs où l'appréhension de l'environnement est limitée par la diminution des capacités cognitives. Et je finis par dire un jardin thérapeutique bien conçu doit offrir des options d'entrée en communication par le biais de moyens non verbaux où les capacités cognitives ne prennent pas la place dominante. Ceci est une de ces valeurs irremplaçables. Voilà. Et pour finir, je vous invite à une courte visite du jardin de Nancy, quelques exemples du jardin de Nancy. Par exemple, le vitrail que vous voyez au fond, il se trouve à l'entrée du jardin, Art, Mémoire et Vie. Il est directement placé à l'entrée du jardin. Il peut être immédiatement perçu et marque un point de référence. Facilitation de l'orientation spatiale, donc ça correspond à une valeur O, orientation, ordre. Ensuite, j'explique encore, il est présent avec sa luminosité et ses couleurs vives toute l'année. C'est un élément de constance pendant toute l'année, indépendamment des changements saisonniers. Encore une fois, c'est une valeur E, avec des couleurs vives que nous aimons. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Et une valeur O de l'orientation. C'est également une référence culturelle compte tenu de la tradition prestigieuse de la Lorraine dans la production du verre.
c'est une référence au patrimoine culturel, donc ça correspond à une valeur S, ça me parle. Le motif des enfants jouant avec des cerfs-volants peut éventuellement activer la mémoire procédurale parce que je pense que la génération qui va maintenant a probablement connu ce jeu sur les champs après la récolte des pommes de terre. En fait, encore une fois, c'est une valeur S et c'est un élément surprenant et intriguant qui incite à l'exploration également du fait que le dessin n'est pas trop figuratif, mais un peu stylisé. C'est pas trop évident et on doit s'approcher pour comprendre les détails, etc., etc. Donc, ça, c'est un exemple où, à l'époque, intuitivement, comme j'avais dit tout à l'heure, on avait trouvé quelque chose qui rassemble toutes ces valeurs E, O, S, C, et ça, c'est un exemple donc, qui est bien accepté aussi par les utilisateurs. C'est souvent utilisé. La prochaine. Je vais vous demander de conclure aussi rapidement. Oui. Et encore la prochaine. Voilà, là, je vous montre juste une stèle en basalte noire, enrobée d'une couche de sable. Elle est sculptée en partie avec des motifs stylisés et elle est placée à l'entrée du carré feu et sert de point d'orientation. Et voilà, on invite les visiteurs du jardin d'explorer cette stèle qui a aussi qui est exposée toujours quand il y a du soleil. On perçoit non seulement une superficie différente, mais aussi une température différente du côté ensoleillé par rapport au côté à l'ombre. Et tout ça, c'est un objet qui peut être exploré, contrairement à ce qu'on trouve bien sûr dans les jardins publics ou dans les musées. Et la prochaine, pour vous montrer un tout petit peu aussi, la sculpture, la fontaine reprend les matériaux qui sont présents dans la façade du bâtiment, aussi avec les mêmes proportions, ce qui ajoute, enfin, ce qui met les choses en harmonie. Je voudrais terminer par une citation de Dostoïevski. La prochaine. Non, ah oui, non, mais ça, c'est le mobilier. Bon, on peut revenir. Allez-y, allez-y. Je voudrais montrer, là, tout à l'heure, ce que j'ai dit. On peut faire des objets qu'est-ce qu'on dit là, du mobilier, en l'occurrence ici, quelque chose d'attractif. Vous voyez ici une combinaison entre une mosaïque et le motif du banc, qui est le motif art déco, qui fait appel à l'art nouveau qui est présent à Nancy, dans tous les coins. La prochaine, là vous voyez d'autres exemples. La prochaine. Et donc, c'est la conclusion, c'est que notre appareil neuropsychologique conditionne notre façon de voir le monde. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des archétypes universels pour ce jardin. Et il y a effectivement des principes esthétiques et de la beauté à respecter pour créer le sentiment du beau, et il faut veiller à l'harmonie du Dieu. Et en fait, il faut effectivement marier le jardin, le design thérapeutique ou fonctionnel avec une approche artistique dans un projet de soins multidisciplinaires. Voilà. Et la dernière, c'est une citation de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». J'espère que
je vous ai encouragé à y réfléchir. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, donc c'était très intéressant et ça fait réfléchir vraiment. Et ce concept de beau, effectivement, c'est un des premiers concepts que j'ai essayé de réintroduire dans cette unité en pleine nature. Et c'est vrai que tout au début, les équipes étaient un peu voilà, étonnées que je parle de beau, d'introduire du beau. Déjà, il y a le beau de la nature, voilà, et comme vous dites, il y a aussi des sensations qui sont assez universelles hein, là, par rapport à notre activité cérébrale. Donc, moi, je pense aux fleurs, par exemple. Si on voit des fleurs, tout de suite, on a une sensation de beau. Je n'ai jamais rencontré des personnes qui disent bah, j'aime pas ces fleurs. Tout le monde est assez voilà, émerveillé quand on admire des tulipes, voilà, des choses comme ça. Nous avons le lien avec les troubles de l'humeur qui est très important et toujours cette alternance entre la pulsion de vie, la pulsion de mort, et c'est important pour nos patients dépressifs. Et pas seulement observer ce qui est beau, mais même les ramener à planter des graines, à faire pousser des plantes, à les voir voilà, grandir et se développer. C'est important pour les personnes qui souffrent de dépression. Et donc, voilà, je suis très, très contente d'avoir entendu votre exposé qui est très détaillé, très enrichissant.